Conseil des ministres s'est tenu hier, mercredi 25 mai 2016, sous la présidence effective du président du Faso, président Roch-Marc Christian Kaboré. Plusieurs dossiers ont été à l'ordre du jour et l'on peut retenir, pour ce qui est du briefing, quelques décisions. Pour les décortiquer, je reçois sur ce plateau Madame Guiro, née Mouniratou Lougué. Bienvenue Madame Guiro sur ce plateau. Merci Tatiana, bonjour. Bonjour. Il faut dire que 2 décrets ont été adoptés au niveau du ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière. Alors, quelle lecture faites-vous de ces 2 décrets-là? Pour revenir sur les décrets qui ont été adoptés au niveau du ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, on peut dire que ce décret il porte conditions d'ouverture et d'exploitation des établissements d'enseignement, de conduite, des véhicules terrestres à moteur. Donc en gros, ce qu'on appelle les auto-écoles. Et il s'agit de régulariser ces auto-écoles-là, de régulariser les règles de conduite des véhicules terrestres à moteur. Et aussi, il s'agit aussi de régler la question des licences pour ce qui est de ces auto-écoles. Et quel bilan fait-on aujourd'hui de l'ancienne licence et quel peut être l'avantage qu'offre la nouvelle? Dans le passé, déjà, on sait que pendant longtemps, il y a eu des licences qui n'étaient pas limitatives d'ailleurs. Et il y a maintenant une licence qui est limitée. Et cette licence est limitée avec une durée de 7 ans, avec des conditions de mise en œuvre qui sont très particulières. Donc les différentes auto-écoles ils ont aujourd'hui 24 mois, c'est le délai que le gouvernement leur a donné, 24 mois pour se conformer à ces règles-là, pour une mise en œuvre effective de cette mesure. Mais il ne faut pas limiter cela aussi à... Il ne faut pas limiter ça parce que il ne faut pas se limiter à la règle qu'ils ont arrêtée pour ces licences-là. On a beau établir des règles et autres, si on n'a pas des formateurs, des promoteurs aussi d'auto-école et aussi leurs formateurs qui sont de bonne foi, qui peuvent bien assister leurs clients, qui sont bien honnêtes aussi, on ne peut toujours pas réussir, on va toujours avoir à se cogner la tête parce qu'au niveau des auto-écoles, on a fait un constat qui est vraiment déplorable. On arrive là-bas, on sait que il y a des gens qui sont souvent mieux nantis que les autres, qui ont la possibilité de payer juste pour quelques cours, quelques semaines. Et c'est quelque chose juste pour faire voir que la personne est venue apprendre et après on le lui donne. Il y a des fois, ce n'est pas que l'argent, c'est une connaissance, c'est l'ami de mon mari, c'est mon tonton qui est là-bas ou autre et je veux avoir mon permis, je vais là-bas. Donc il faudrait d'abord que même avec ces règles-là, on fasse les promoteurs, les moniteurs et aussi les formateurs, qu'ils soient vraiment de bonne foi, qu'ils soient honnêtes, intègres et autres, et qu'ils pensent surtout à la vie des citoyens, à ceux qu'on va rencontrer, les usagers de la route et autres, les personnes à qui on donne ces permis. Donc il faudrait que ce soit fait dans les règles de l'art, avec une bonne formation, tout le temps qu'il faudra, et s'assurer que la personne est vraiment apte à avoir ce permis-là avant de le lui donner. Et c'est pareil pour les usagers, c'est pareil pour ceux qui vont se faire former aussi. Alors, il faut dire que c'est 24 mois pour se mettre à jour, pour se conformer à ces nouvelles mesures-là. Pensez-vous que ces 24 mois, c'est peu ou bien c'est de trop? 24 mois, je pense que c'est bon. 24 mois, c'est bon du moment où c'est quelque chose qui urge aussi. Il ne faut pas donner un délai trop long aussi. Par rapport à cela, il faut donner les 24 mois en attendant de voir ce qui va se passer. On donne un délai long et c'est à la dernière minute que les gens vont courir pour se conformer à cela. Il y a d'autres mesures qui vont suivre et autres. Donc les 24 mois, ça permet à ces promoteurs, à ces personnes de prendre le temps de se conformer. 24 mois, c'est pas petit, c'est 2 ans. Donc je me dis que c'est suffisant. Alors, il y a aussi le décret adopté par l'Assemblée nationale sur l'exonération pour les véhicules. En quoi consiste-t-il exactement? Ce décret est lié à l'adoption de la loi finance de l'Assemblée nationale. Donc il s'agit notamment de droits de douane et aussi à l'exception de prélèvements communautaires de la CEDEAO. On a les prélèvements communautaires aussi de solidarité au niveau de l'espace UEMOA. Il y a les taxes statistiques sur un certain nombre de véhicules. Donc il est ressorti du Conseil des ministres hier mercredi que on a 400 véhicules de transport routier
de marchandises, 400 véhicules de transport routier d'hydrocarbures et aussi 400 véhicules porte-conteneurs. Donc il faut noter qu'il s'agit entre autres de renouveler le parc automobile dans le domaine des transports et aussi cela permettra au Burkina d'améliorer sa jonction avec les zones portuaires qui nous relient à certaines villes. On a Abidjan par exemple, on a Cotonou, Accra, on a Tema, on a plein d'autres villes qui permettra de nous relier avec le Burkina. Et en plus de cela, il faut ajouter que il y a des avantages. On a parmi ces avantages la favorisation de la libre circulation des personnes et des biens au niveau de l'espace CEDEAO et aussi l'UEMOA. Autre point abordé à ce conseil des ministres-là, il y a l'accord donné pour l'adhésion du Burkina Faso au cadre inclusif de mise en œuvre du BPS. De quoi s'agit-il? Oui, il y a eu plusieurs points au niveau comment je fais dire ça, au niveau du conseil des ministres. Donc, il y a aussi le projet de lutte contre le phénomène d'érosion et aussi la base imposable des transferts directs de bénéfices. Donc, en adhérant à ce cadre inclusif de mise en œuvre du BPS, l'administration burkinabé pourrait bénéficier d'un certain nombre de renseignements, des renseignements qui auront des fins fiscales. Donc cela permettra aussi de lutter contre la fraude fiscale et l'érosion fiscale au niveau du Burkina, la fraude fiscale qui est d'ailleurs tant décriée dans notre pays. Et de ce qui ressort de ce Conseil des ministres-là, c'est un mécanisme qui est mis en place par le CEDE et le Burkina va y adhérer. Et en adhérant à cela, on pourra au moins ouvrir aujourd'hui un certain nombre d'éléments de traçabilité et aussi il y aurait de nouvelles formes d'utilité en termes d'érosion fiscale. Parce que pendant longtemps, on s'est plaint, il y a eu des audits et autres. Ça, c'est une évidence qu'il y a eu des fraudes fiscales et ces nouvelles mesures-là, ces décrets permettront d'y remédier un peu. Nous allons un peu rester sur les décrets qui ont été adoptés au titre du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité. Pensez-vous que ces décrets-là puissent résoudre un tant soit peu l'insécurité routière ici au Burkina? Ces décrets peuvent réduire, mais ils ne peuvent pas y remédier. Parce que c'est ce que je disais tantôt. Il y a les décrets que le gouvernement prend, mais il y a aussi le bon sens des citoyens. Il faut prendre un décret, il faut le faire respecter, parce que tout ne se fait pas par la force aussi. Il faut que les citoyens aussi soient compréhensifs et qu'ils pensent d'abord à leur prochain. Quand ils le font, c'est une personne qu'ils attaquent, c'est cette insécurité routière, donc il faudrait qu'ils en tiennent compte. Ils en tiennent compte d'abord pour que ces décrets puissent marcher. Il faut dire que d'aucuns pensent qu'il y a ces mesures, il y a toujours des mesures, mais il n'y a pas de règles adéquates pour pouvoir accompagner ces différentes mesures-là. Pensez-vous qu'avec l'expérience que nous avons connue, ce nouveau gouvernement puisse aider, puisse participer à ce que nous puissions en finir avec l'incivisme et puis l'insécurité routière? Déjà, nous savons tous que ce nouveau gouvernement, il a eu quelques problèmes quand même en termes d'incivisme. Après la transition, il y a le pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré qui est arrivé. On a noté plein de cas d'incivisme. On a eu Dédougou, on a eu Zignari, on a eu Logobou, il y a plein de cas. Même tout récemment, par rapport aux élections municipales, on a vécu cela. Donc, on sait que ce gouvernement, il démarre tant bien que mal en termes de gestion de l'incivisme. Mais on se dit que cela n'a pas commencé avec ce gouvernement. Cela remonte même jusqu'au temps de Blaise Compaoré. Avec son départ, il y a eu l'insurrection populaire. Et les citoyens se sont dit, puisqu'on a réussi à faire partie Blaise, on est capable de tout maintenant. Donc ça fait que les gens se croient un peu tout puissants et autres, inaccessibles. Donc ils se disent qu'ils peuvent tout faire. Et dans le tout faire, on oublie les règles de civisme et autres. On veut tout régler par la violence, on veut tout casser. On ne respecte même plus les différentes autorités. On ne respecte plus rien, même au niveau de la circulation. On ne respecte pas les feux tricolores. On a vu le cas malheureux récemment avec le policier qui est décédé. Et jusque-là, on est en train de traquer le responsable. Donc, c'est vrai que c'est vraiment difficile pour le gouvernement. Mais il faut aussi la contribution de tous, il faut la contribution des citoyens et cela commence dès le bas âge, l'éducation dès le bas âge. Une autre question, c'est celle de la passation des marchés publics. Quel est l'état actuel même de passation des marchés en termes de gré, de délai?
Il y a eu l'adoption d'une nouvelle feuille de route afin d'améliorer la passation des marchés publics et aussi des délégations de services publics. Donc cette feuille de route va permettre d'aboutir un tant soit peu dans quelques semaines à un nouveau décret qui va organiser la passation des marchés et cela permettra aussi d'obtenir des réductions de délais substantielles. Oui. Alors, il y a également un rapport relatif au 8e contrat plan entre l'État et l'ONEA. En quelques mots, quelle peut être la portée de ce contrat-là? En termes de portée, au niveau du ministère de l'eau et aussi de l'assainissement, le Conseil a eu à adopter le 8e contrat plan entre l'État et l'ONEA, qui est l'Office national de l'eau en charge de l'eau au niveau du Burkina. Donc il s'agit de maintenir un peu le contrôle de l'État et aussi l'accompagnement de l'ONEA. Donc il s'agit également d'arriver à ce que cet office rentre dans le cadre maximal de la mise en œuvre du programme et cela passe par l'eau et l'assainissement. Merci Madame Guiraud pour ces différents apports. C'est pratiquement la fin de cet entretien. Fidèles téléspectateurs, c'est tout pour l'édito de ce jour. Édito que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook burkinainfo.tv.